Notre invité du jour est connu des téléspectateurs de TV Liberté. Il s'agit de Jean-François Bazin qui nous présente son ouvrage « Le maître de la lumière », un ouvrage qui porte sur une histoire se déroulant dans le Jura. Jean-François Bazin, vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes ancien président du Conseil régional de Bourgogne. Et alors pour cet ouvrage, vous avez quitté votre Bourgogne pour le Jura. Oui, pour le Haut-Jura même, c'est-à-dire Saint-Claude et cette partie du Jura qui est si particulière et qui est proche de la Suisse. C'est pour ça qu'on va y retrouver d'ailleurs l'horlogerie et naturellement les pierres précieuses. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les contours de cette histoire pour les téléspectateurs, sans en dire trop bien sûr? L'histoire, c'est celle du maître de la lumière. C'est une expression qu'on employait d'ailleurs pour plusieurs métiers. Les spécialistes des vitraux s'appelaient aussi des maîtres de la lumière. Et les maîtres de la lumière, c'est naturellement les tailleurs de diamants. Oui, parce qu'à la fin du 19e, Saint-Claude et les environs sont devenus un centre actif et le premier centre français pour la taille de diamants. On y taillait déjà les pierres semi-précieuses, améthystes, topazes, les pierres précieuses, rubis, émeraudes, et le diamant qui est naturellement au-dessus de tout, car c'est la pierre la plus difficile à tailler, la plus dure, et forcément la plus recherchée, la plus précieuse. Alors en France, il n'y avait pas d'autres lieux, bien sûr Paris pour le diamant de joaillerie, et les grands bijoutiers, mais c'était surtout à Anvers et à Amsterdam que se faisait le métier, et bien sûr aussi en Angleterre. Et donc je raconte l'histoire d'un garçon qui va avoir à choisir entre les deux spécialités de Saint-Claude, la pipe et le diamant, et qui va choisir le diamant, à vrai dire la plus difficile, et faire sa vie dans ce métier. Et alors, on voyage quand même pas mal dans cet ouvrage. On va à Londres, du coup on va à Amsterdam et à Anvers. Vous êtes rendu à ces endroits justement pour sentir un peu l'atmosphère ou... Oui, bien sûr, mais rapidement. Saint-Claude, évidemment. J'avais fait un reportage dans ma jeunesse, donc je connaissais déjà un peu le métier, surtout qu'il y a 30 ou 40 ans, le diamant était encore pratiqué à Saint-Claude. Maintenant, il l'est, mais relativement peu. Tandis qu'à une époque, il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient le diamant, coopératives, des sociétés, et puis des gens qui le faisaient tout seuls. L'hiver, c'était une activité pour les paysans. Ils avaient un tour, et quand ils ne s'occupaient pas de leurs animaux, eh bien, ils taillaient un diamant ou plusieurs diamants. Avec 57 facettes pour une forme de taille, et puis parfois des centaines de facettes pour les tailles plus difficiles. Et alors ce livre, c'est pas seulement l'histoire d'une personne, c'est aussi l'histoire du Jura à cette période, et puis de la France, même de l'Europe plus généralement à cette période, puisqu'il est question aussi des syndicats, de la montée en puissance du marxisme, de la conscience ouvrière, d'une certaine libération des mœurs, en tout cas des prémices d'une libération des mœurs, sans en dire plus. Pour faire ce travail, du coup, vous vous rendez dans ces endroits-là et vous avez travaillé également sur des archives du Jura. Oui, à travers une thèse qui a été faite il y a quelques années, qui est très complète, sur le diamant dans le Jura et surtout le diamant à Saint-Claude. Et l'auteur de la thèse m'a autorisé à m'inspirer de sa thèse. Évidemment, ce n'est pas un roman. Le roman, c'est moi qui l'ai inventé. Mais il y a toute une partie technique sur la taille du diamant, d'où vient le diamant. Est-ce que vous expliquez les carats? Voilà, mais oui, c'est un produit, c'est un charbon volcanique qui vient des profondeurs d'un volcan et qui va sortir de là et qui va surtout exploser quand, après les petites productions du Brésil ou de l'Inde, eh bien, on va inventer le diamant d'Afrique du Sud vers 1860, 1870, et on va passer d'une production annuelle
dans le monde, de 400 000 kilos de diamants à 5 à 6 millions. Donc c'est un marché qui va complètement exploser. Parce que les années fortes de l'ouvrage se situent à peu près entre 1890 et 1900. Oui, voilà, jusqu'à la guerre de 14. En plein phylloxéra en Bourgogne. Alors oui, mais ce livre-là n'est pas en plein phylloxéra, mais ce livre-là est surtout sur le diamant et sur la façon dont s'organise cette société qui est très coopérative, qui est assez différente de la société bourguignonne, qui est associative et qui est surtout travaillée aussi pas mal par ce qu'on peut appeler des idées de gauche, des idées syndicales, parfois extrêmement dures envers le patronat. Cette société du Haut-Jura est une société un peu particulière. Moins individualiste qu'on peut avoir chez les vignerons, par exemple. Oui, elle n'est pas tellement individualiste, elle est plutôt associative. Ils avaient des coopératives très vite, enfin ils ont eu toute une activité faite d'entraide, de travail en commun. À vrai dire, il y a les sociétés de Saint-Vincent en Bourgogne, il y a un travail en commun, mais le tempérament bourguignon est certainement plus indépendant. Non, ce qui est extraordinaire, c'est ce Jura, avec la pipe, avec le jouet, avec les montres, avec les lunettes à Moret. Vous aviez une multitude de petites usines, de petites activités qui faisaient vivre beaucoup de gens. Peut-être plus qu'en Bourgogne, où il y a eu quelques grandes usines. Dans l'ouvrage, c'est qu'on parle d'Anvers, d'Amsterdam, de Londres et de Saint-Claude, qui finalement n'est rien face à ces grandes Ah oui, villes. Saint-Claude est une petite ville, une petite capitale. D'ailleurs, on leur donne à faire le travail dont Anvers et Amsterdam ne veulent pas. Il est clair que c'est un peu une seconde capitale. Mais il reste de cela une extraordinaire compétence. Vous imaginez ce que c'est que de tailler des centaines de facettes sur ce minuscule caillou. C'est fantastique. Il faut avoir une habileté, une intelligence, une connaissance. Alors mon personnage, il va d'abord apprendre l'anglais. C'est un peu curieux à l'époque. Il ne veut pas s'occuper de pipe. Puis il va être envoyé par ses collègues à Londres, parce que c'est là qu'on achète le diamant, et pour fournir le marché. Et il va aller à Paris, il va aller à Anvers, à Amsterdam. Et puis il va aussi essayer d'imaginer son propre diamant. Un diamant unique qui est son enfant. Et il va l'appeler Belleroche, c'est un joli nom pour un diamant, parce qu'il a épousé une Sophie de Belleroche, une jurassienne, et il va y avoir une histoire entre cet homme et cette femme qui va peut-être surprendre le lecteur, mais je me garderai bien de vous dire comment. Et puis, je crois que ça va plutôt bien se terminer. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. Alors, justement, sur ce personnage, c'est, comme on dit au cinéma, c'est tiré d'une histoire vraie. Le personnage, inspiré. non, n'est pas tiré d'une histoire vraie. Le personnage, lui, l'homme, c'est-à-dire ce personnage que j'appelle Ulysse Vuillet, c'est un nom du pays, mais ce n'est pas son vrai nom. Ce personnage a existé. J'ai modifié un peu sa vie, mais il a existé, il est allé en Angleterre, il s'est marié. Bon, mais à vrai dire, l'histoire un peu sentimentale, l'histoire amoureuse de cet homme et de cette femme, c'est une invention. Mais quand on fait un roman, je crois qu'il est assez fréquent d'avoir de telles inventions. Alors, est-ce que après cet ouvrage, vous êtes intéressé à ce qu'est devenu le diamant aujourd'hui ? Oui, le diamant a beaucoup changé, d'abord dans ses lieux, encore un petit peu dans le Haut-Jura, un peu en Suisse, on a encore un peu à Anvers et Amsterdam. Il y a toujours la Demers qui est à Londres, le grand fournisseur de diamants mondial, mais une partie du marché est maintenant en Israël, parce que ce milieu était souvent pratiqué à Anvers ou Amsterdam par des Israélites, et
ils sont partis souvent, en raison de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, ils sont partis en Israël. Oui, vous parlez notamment des pratiques d'échange du consentement commercial en disant Mazel, du fameux Mazel Tov. Voilà. Oui, donc il y avait une forte imprégnation, alors pas du tout à Saint-Claude, il n'y avait pas d'Israélites à Saint-Claude, mais à Anvers et Amsterdam, c'était véritablement des quartiers juifs qui s'occupaient du diamant et qui étaient très impliqués dans le marché du diamant. Et ensuite, le diamant allait chez de grands joailliers et devenait la parure d'une femme ou la bague d'une femme. Puisqu'il y a également beaucoup question du diamant, puisqu'il y a l'histoire, mais l'histoire du diamant dans cet ouvrage, pour que les téléspectateurs comprennent bien, c'est vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet vraiment de découvrir... Oui, par exemple, on parle de carats, personne, non, mais il faut 5 carats pour faire 1 gramme. Bon, ce sont des choses qu'il faut savoir, vous voyez, c'est de l'infiniment petit. 5 carats pour faire 1 gramme. 1 gramme, c'est pas grand-chose. Et vous voyez à quel point c'était compliqué, à quel point ce travail était un travail de minutie absolue, de goût, de compétence. Il fallait l'apprendre, ce n'était pas si simple de travailler une matière première qui était très fragile. Et si vous ratiez une facette, ça pouvait coûter cher au patron. Donc, et à vous-même aussi. Il y avait donc une grande attention portée à ce métier et un grand soin professionnel. Alors avec le Maître de la Lumière, vous avez fait une infidélité à la Bourgogne. Certainement, mais maintenant, vous savez, il y a une région qui est Bourgogne-Franche-Comté. Alors, donc on peut penser que la Franche-Comté est aussi dedans. Et qui va même encore plus loin à certains moments dans le livre, puisqu'on va jusque dans les Flandres, qui sera un grand duché. Voilà. Mais après cette parenthèse infidèle, est-ce que vous allez revenir à la Bourgogne pour votre prochain ouvrage? Quels sont vos prochains projets d'écriture? Alors, il y a un projet d'écriture qui est assez avancé, mais qui n'est pas vraiment commencé. C'est sur le fût, le tonneau. Parce que, imaginez que, ça nous ramène en Bourgogne, imaginez que vers 1960, on dit « Oh non, le bois n'a pas d'avenir pour le vin, c'est le ciment, c'est l'acier inoxydable, c'est fini ». On a même supprimé le CAP à Beaune de tonnelier. Imaginez, à Beaune. Et 15 ans plus tard, on le réouvrait. Parce qu'on s'est aperçu que le fût, non seulement réussissait très bien au vin, était indispensable, mais aussi conquérait le monde. Pour l'instant, les tonneliers bourguignons sont en Californie, sont en Australie, sont en Nouvelle-Zélande, sont véritablement dans le monde du vin mondial. C'est tout de même une réussite extraordinaire pour de petites tonnelleries qui sont nées dans des villages et qui maintenant ont des représentants dans le monde entier et parfois des annexes en Californie notamment ou en Australie. Alors c'est dire que c'est une belle histoire, mais il faut évidemment que sur ce thème, je trouve une intrigue et je trouve des personnages. Et ça, c'est le travail du romancier. Là, vous viendrez nous le présenter. En attendant, nos téléspectateurs peuvent se procurer Le Maître de la Lumière chez Calman Lévy de Jean-François Bazin.